Bonsoir, il fait presque 21 heures à Dakar. Nous avons décidé de tourner cette vidéo pour parler comme certains que nous avions essayé de mettre en ligne hier, mais on a eu des problèmes de son. Et peut-être qu'on a oublié de d'activer le micro ou quelque chose comme ça. C'est très, très important. Nous voulions un streaming international. Bon, il y a eu des problèmes. On les assume, hein? Don't quit, comme on dit. On n'abandonne pas. Donc, en fait, le thème est tant de choses pour la transformation et le vrai changement. Et c'est des mots galvaudés. Tout le monde parle de transformation, de changement, d'accélération stratégique, etc., de vitesse. Mais en fait, peut-être que toutes les conditions ne sont pas réunies parfois. Et nous allons discuter de cela. Et nous allons mesurer la transformation, le changement à l'aune d'un critère bien précis, en considérant qu'il y a changement et transformation lorsqu'il existe des résultats et des impacts pour les citoyens. Les citoyens, dans le secteur public, étant les clients de l'État, les clients du gouvernement. Et nous allons développer ce concept autour d'un certain nombre de critères, de paradigmes qu'on développera pendant, au cours de cette vidéo. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, je suis coach, conférencier et consultant international en général dans les matières de la gouvernance, ancien directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, inspecteur général d'État pendant 30 ou 40 ans environ. Et donc, je parle de choses que j'ai vécues aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger et que je ne me suis pas contenté de les vivre. J'ai essayé de les conceptualiser et ça donne ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Nous pensons qu'il y a un premier impératif pour la transformation et le changement, c'est la capacité à penser et agir de façon stratégique. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit que penser est difficile. Et souvent, les gens renoncent à penser parce que c'est difficile, parce que c'est plus facile de ne pas penser, d'improviser. Et agir de façon stratégique également, ça demande une méthodologie, ça demande de la macrovision, ça demande certains préalables que nous allons voir aujourd'hui. Avec une idée forte derrière. Pour que les choses changent, il faut que nous changions nous-mêmes, que nous changions notre manière de penser et d'agir. Nous expliquerons pourquoi et comment, à travers mon expérience internationale de haut fonctionnaire, de consultant international, qui a beaucoup voyagé dans plusieurs pays où le changement a eu lieu, et qui connaît très bien comment ça s'est passé à Dubaï, à Singapour, à Taïwan, et qui a discuté avec certaines autorités qui sont intervenues dans ces environnements, les leçons que j'ai apprises. Changer nous-mêmes pour changer les choses, penser de façon stratégique. Et l'une des leçons fortes que j'ai tirées, surtout au cours des années 90, j'étais à l'époque directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature, bien réseauté dans de multiples cercles de réflexion, et notamment aux États-Unis, où je découvrais ce concept que j'allais approfondir compte tenu des réalités endogènes de mon pays et du continent africain. Ce que j'appelle la gouvernance entrepreneuriale. Si nous voulons changer les choses dans nos États, nous devons avoir des gouvernements, un gouvernement de type entrepreneurial. C'est ce que défendait à l'époque la littérature et j'ai élargi cela au concept de gouvernance entrepreneuriale. Un gouvernement entrepreneurial, une gouvernance entrepreneuriale versus à l'inverse de la gouvernance traditionnelle. Cela suppose qu'on entre dans une ère de nouvelle gouvernance, que nous défendons, moi et mes amis, une ère de nouveau management public. Ça suppose qu'on renonce à certains paradigmes de l'ère industrielle, du taylorisme, etc., de la bureaucratie weberienne, et que certains ont appelé bureaucratie réglementaire. Et je vais développer cela, même si j'ai pas le temps de détailler tout cela dans une vidéo. Vous verrez de nombreux écrits sur ça que j'ai fait, soit dans des ouvrages, soit et dans mes différents sites web qui soient accessibles sur les différentes plateformes et qui soient également contenus dans les modules de formation en ligne que nous faisons sur le leadership, la modernisation de l'État, et des choses de ce genre. Cette gouvernance traditionnelle versus la gouvernance entrepreneuriale est à expliciter. La gouvernance traditionnelle met l'accent sur la création de règles et de sanctions. Et c'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires qui pensent qu'on ne peut pas transformer les choses sans passer par des sanctions. Elles sont nécessaires.
mais elles ne doivent pas devenir une sorte d'infrastructure qui paralyse la transformation. Il y a également cette gouvernance traditionnelle, l'accent mis sur la planification top-down. Les taxes, vous voyez, on a même des gouvernements qui sont heureux de dire qu'on a augmenté les taxes de temps. On dit qu'on a augmenté le budget de temps, c'est pratiquement dire ça. On a augmenté les taxes sur les emprunts, etc., qui pensent que lorsqu'on subventionne les secteurs ou les individus, avec tous les risques que ça comporte de corruption, etc., et on a bien travaillé. Et quand il y a la gouvernance traditionnelle, quand il y a des difficultés, il procède à la restructuration par la contraction des dépenses publiques et souvent sous la guidée d'un leadership fort, personnalisé, centralisé. Voilà donc quelques caractéristiques de la gouvernance traditionnelle. Et également, elle pense que s'il fait des investissements massifs sur du fer, de l'acier, et j'en passe, du ciment, donc elle a bien travaillé. Donc sur les moyens, évidemment, ça pose d'autres problèmes. Tels que comment dans le futur assurer la maintenance, qu'est-ce que ça coûte. Souvent, on n'y réfléchit même pas. Or, c'est difficile. Écoutez, la gouvernance traditionnelle a l'inconvénient d'être une gouvernance qui consomme, qui détruit, mais qui ne crée pas de la richesse. En tout cas, qui la crée faiblement. Donc, elle a aussi une attitude de réaction. Elle est réactive, curative. Ça, elle intervient souvent après. Elle est placée sur le court terme, figée. Elle privilégie la résolution des problèmes alors que le mal a déjà eu lieu. Des hauts fonctionnaires comme moi ont grandi dans cet environnement qu'on nous a enseigné, qu'on a essayé de mettre dans la tête, etc. Mais l'expérience faisant, on remet cela en cause. Donc également, elle insiste souvent sur la régulation paralysante, une planification lourde et coûteuse, prêt à investir dans de nombreux projets, etc. Effectivement, c'est ça, cette forme de gouvernance qu'à partir des années 90, que certains consultants, certains penseurs, certains dirigeants, notamment aux États-Unis, avec le mouvement Réinventer la gouvernance, ont remis en cause et ont préconisé une approche novatrice qui privilégie les partenariats public-privé. Quand nous disons partenariat public-privé, c'est pas ce que l'on pense souvent. L'État qui contacte avec des grosses entreprises. Non, le partenariat public doit être pris dans un sens plus large. Les privés, ce sont des entreprises, ce sont des citoyens, ce sont des penseurs, ce sont des communautés, etc. Il y a également un concept complémentaire qui est intervenu qu'on appelle les quasi-marchés. Au sein de l'État, on s'est rendu compte que certains services publics pouvaient générer des ressources propres et peut-être alléger cette nécessité pour l'État de ponctionner les consommateurs, enfin, donc les gens qui paient l'impôt. Par exemple, c'est vous, c'est moi, etc. Elle a pensé aussi cette nouvelle forme de gouvernance qu'on pouvait rentrer dans une ère de régulation beaucoup plus souple et faire des incitations pour les forces du marché et donc miser sur les citoyens, en faire des acteurs de transformation, des créateurs de richesse et d'idées et d'innovation. Je pense que c'est très important, une gouvernance moderne, ajustée, qui fait confiance à des citoyens qui fait confiance au talent et qui fait confiance au génie créateur des citoyens, par exemple, les penseurs, etc., qui se comporte comme un assistant technique, mais pas comme l'acteur, qui fait faire, qui accompagne, qui informe, qui partage la vision et qui se positionne en cabinet. Donc, c'est une nouvelle démarche, une nouvelle vision de la transformation qui suppose un autre type de leadership que nous verrons plus tard. Effectivement, il faut se positionner, cette forme de gouvernance également, dans une approche avant-gardiste. Donc, il consiste à gérer la demande sociale, en tenir compte, par exemple, lors du processus de planification stratégique, et qui vise à restructurer les marchés. Et il y a des développements intéressants chez des auteurs comme Osborne et Gable. Cela suppose également une réforme du modèle bureaucratique traditionnel que ma génération a prise et ses implications. Cela suppose de nouvelles manières de faire. Réingénierie ou réingénierie et l'élimination des duplications, des redondances, des chevauchements. Mais pour ça, il faut une méthode. Il faut des outils d'analyse stratégique, des outils d'analyse organisationnelle, et ces outils-là existent.
Je pense par exemple au General Accounting Office, qui a fait des choses merveilleuses en termes de méthodologie et qui est là, ce sont des manuels qui sont là. Personnellement, moi, j'ai traduit une bonne partie de ces manuels et qu'on peut les adapter à un environnement africain. Et je dis adapter, non adopter. Donc, en dépit de la nécessité de telles réformes, qu'un gouvernement entrepreneurial, qu'une gouvernance entrepreneuriale est censé faire, ça suppose un nouveau projet de société, un nouveau projet politique, de nouveaux dirigeants, de nouveaux leaders. La gouvernance traditionnelle va subsister d'une manière ou d'une autre. Et l'État va continuer à gérer l'équité, les discriminations, les droits des citoyens, la stabilité et la cohésion sociale. Évidemment, ça suppose qu'on entre dans une ère où nous avons une élite engagée qui prend position, qui se positionne, qui se débarrasse de la tutelle des idées du passé, et souvent issues de l'histoire coloniale et consorts, et qui devient beaucoup plus proche des citoyens et qui considère les citoyens, les Sénégalais, les Africains comme des clients. Donc, une nouvelle forme de régulation aussi qui ne mise pas sur le top-down, ce qu'on appelle le command and control, la régulation répressive, etc. Donc, ces réformes prennent du temps. Ça ne peut pas se faire probablement en 1 an, 2 ans. Peut-être que les effets vont se faire sentir à partir d'une 3e année, probablement. Et ça pose un défi, ce que j'appelle l'accélération stratégique, que d'autres ont peut-être appelé fast track ou accélérer la cadence, etc. Ce n'est pas le slogan qui compte, c'est disposer des outils dont je vais vous parler. Ça suppose donc dès le départ une capacité à penser de façon stratégique pour des résultats. Hop, un nouveau credo, des résultats pour des citoyens. Celui qui vous dit, je peux transformer les choses et ne dit pas quels sont les résultats qu'il peut atteindre, qu'il met pour vous, que vous allez sentir dans votre vécu, dans vos rêves, dans vos ambitions, interrogez-le encore davantage. Comment? Le comment est important. Tout le monde peut répéter des slogans qu'on voit dans la presse un peu partout, mais le comment est important. Le comment pose un problème de savoir-être, de savoir-faire, de savoir devenir, de savoir tout court. Ça suppose également la capacité de se doter d'une pensée stratégique. En d'autres termes, les gens hautement performants, qui connaissent le succès, qui ont fait des transformations comme à Dubaï, comme à Singapour, comme à Taïwan, et comme au Rwanda. Vous voyez, le président du Rwanda, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits de Harvard Business School et qu'il appelle le président entrepreneur. Donc, il va faire des conférences là-bas, d'ailleurs, et tout. Il y a un pays qu'on oublie souvent, dont on ne parle pas en Afrique, c'est le Botswana. Et peut-être bientôt l'Éthiopie qui va surprendre tout le monde. Donc, les gens ultra performants qui connaissent le succès et qui font des résultats massifs, mais des résultats rapides. On peut, si on utilise ces techniques, on peut en 25 ans, pas en 3 ans, en 25 ans, comme à Dubaï, comme à Taïwan, comme à Singapour, entrer dans l'ère des pays, moi je dirais même pas émergents, plus qu'émergents, des pays complètement transformés. Donc les gens hautement performants sont capables de faire des résultats massifs et rapides. Ce sont des gens qui ont identifié une vision, une trajectoire, qui investissent leur temps, leur effort, leurs convictions, les ressources, les talents dans ce processus, dans cette vision, dans cette trajectoire, pour qui cette trajectoire n'est pas négociable. N'est pas négociable. C'est des gens qui ont des objectifs, non seulement techniques, parce qu'ils ont besoin de talent pour faire ça, mais eux-mêmes souvent, ils incarnent des objectifs de vie et de discipline, etc. Donc, la problématique de la transformation pour aller vers ce dont nous venons de parler, c'est de changer la manière dont on procède. Premièrement, c'est ensuite se doter d'une pensée stratégique. Une pensée stratégique qui aide les managers et les leaders de classe internationale à haute performance atteignent les meilleurs résultats. Ça suppose aussi que les transformateurs, les change makers, puissent s'entourer de managers, de leaders, d'entrepreneurs et bien d'autres profils de classe internationale. De classe internationale, c'est des gens qui ont investi dans le développement professionnel. C'est des gens curieux qui apprennent, qui lisent, qui découvrent le monde, qui trient, etc. C'est une équipe comme ça. On ne gagne pas seul le combat. C'est une équipe qui gagne. Le premier critère de classification de la personne hautement
performante, c'est son entourage, la manière dont il sélectionne les compétences, l'intérêt qu'il accorde au talent. Il existe des milliers d'interviews aujourd'hui grâce à YouTube, Internet, on sait comment ces gens ont fait, ils parlent, etc. C'est des critères pertinents comme ça qu'il faut. Ce sont des gens qui ont choisi de penser délibérément stratégie. Mais la stratégie ne suit pas. Il faut s'appuyer sur des leviers. Il y a des leviers au niveau individuel. C'est des gens qui essaient d'avoir une vision claire. Vous savez ce qu'on appelle la clarification, c'est un thème très important dans le management des organisations, dans le leadership actuel. C'est des gens qui se posent la question du pourquoi. C'est pas des gens qui subissent. C'est pas forcément des suiveurs. Ils négocient dans l'intérêt de leur vision. C'est des gens concentrés donc. Souvent le terme focus là, c'est devenu très très à la mode. C'est des gens concentrés sur des objectifs, sur une certaine qui sont dotés d'une certaine intentionnalité. Et l'intentionnalité est très importante. Vous avez sur ma chaîne une vidéo spéciale sur l'intentionnalité, ça va au-delà de ce que je dis. Il y a un deuxième niveau, la vision, mais c'est l'exécution. Il y a de nombreuses études qui montrent que le grand problème, c'est peut-être pas seulement la vision, c'est surtout souvent l'exécution. Une exécution efficace. Vous avez également des vidéos sur ma chaîne YouTube sur ça. C'est des gens qui sont capables de démultiplier d'autres talents, qui vont venir en appui aux grands rêves pour le réaliser. Donc, c'est des gens qui ont un leadership entrepreneurial, qui réussissent à s'entourer d'un gouvernement entrepreneurial, qui réussissent à créer une gouvernance entrepreneuriale. Ça suppose beaucoup de maîtrise de soi, maîtrise des autres, etc. Pensée stratégique. Donc, pour nous résumer, il faut des leviers. Le premier levier, c'est la capacité à penser de façon stratégique. Le deuxième levier, c'est la foi. C'est-à-dire un dirigeant qui est résolu, qui a la conviction que sa pensée stratégique est traduisible en exécution. Le troisième levier, c'est l'exécution. Et l'exécution, donc, ça suppose que ce sont des gens qui ont un coefficient intellectuel stratégique pour parler comme un grand coach. C'est très important. Évidemment, c'est des gens également qui pensent que la méritocratie est la condition sine qua non de la réalisation de leur vision, en tout cas de la vision transformationnelle. Donc, je pense que le meilleur exemple, c'est Lee Kuan Yew de Singapour. Donc, ce sont ces trois leviers-là, peut-être avec d'autres, qui engendrent la vitesse, l'accélération. La vitesse, l'accélération, c'est pas un mot d'ordre. Le mot d'ordre est important, mais c'est un système. C'est un système qui englobe tout ce que nous allons voir. Mais pour le moment, on a parlé de la capacité de penser de façon stratégique, de la foi, de la méritocratie, etc. Nous allons voir, prolonger l'analyse. Clarifier. La gouvernance, la nouvelle gouvernance que nous préconisons, c'est aussi une gouvernance anticipatrice. Prévenir vaut mieux que guérir, qui va reposer sur des stratégies planifiées, proactives, itératives, qui va mobiliser les gens autour d'une trajectoire explicite où chacun comprend où l'on va, est conscient de sa contribution. Et ça, c'est le rôle du leader. C'est une gouvernance qui essaie de généraliser la transformation et la planification stratégique. C'est une opportunité pour critiquer ces méthodes-là qu'on appelle, je sais plus comment là, d'exécution imposées, en tout cas transférées en Afrique par des instituts comme celui de Tony Blair, etc. Ça ne règle pas les problèmes. C'est des méthodologies, donc ce qu'ils appellent delivery unit, boss, tout ça. C'est des méthodologies qui ne peuvent pas permettre de généraliser la transformation. Elles limitent la transformation à différents endroits, à différents projets. Nous verrons que ce que nous proposons comme gouvernance entrepreneuriale va au-delà de ça. Donc, la planification stratégique à tous les niveaux et dans une constellation de services publics, etc. Et cette planification, souvent on critique la planification en disant oui, c'est de la théorie. Non, mais elle est importante aussi. Même si au-delà, il y a d'autres considérations, d'autres contraintes comme pour l'exécution, la bonne exécution, elle ne garantit pas forcément que les décisions les plus correctes sont prises. Mais elle aide au moins à reconnaître si on entend par planification stratégique tout le processus.
de l'élaboration de la vision, l'exécution, le suivi et évaluation jusqu'au bout, etc. Elle peut aider à corriger les erreurs. En ce sens, la planification stratégique, donc, est très importante. Mais ce que nous proposons dans la nouvelle gouvernance entrepreneuriale et transformationnelle, c'est qu'elle change de méthodologie. Son point de départ change. Son point de départ, c'est le citoyen. C'est le client, quand on est dans le secteur privé ou dans une entreprise privée. Mais le client, dans le secteur public, le premier client, c'est le citoyen. Comme disait, je crois, Bill Clinton, souvent les fonctionnaires oublient qu'ils ont un client. Et il disait, ce client, c'est le citoyen. Et c'est comme ça qu'on peut faire une allocation pertinente des ressources qui produit des impacts. Des impacts. Comme on dit, oui, la gouvernance pour des résultats, pour des impacts. Cela suppose que vous êtes dans un nouvel environnement où on a redéfini le fonctionnement des services publics, parce que finalement, qui trop embrasse mal est vrai. Lorsque vous avez des centaines de services publics, d'agences, gérer un processus comme ça de façon harmonisée, normalisée, c'est pas évident. Et donc, ça suppose un leadership qui renforce le pouvoir des gens, des citoyens, des managers, des leaders en eux-mêmes, et qui leur donne les modalités pour résoudre les problèmes qui se posent. Ça suppose d'impliquer les communautés et les amener à se transformer en communautés qui ont confiance en eux-mêmes, qui prennent en charge la résolution de leurs propres problèmes, qui sont capables de gérer et contrôler leur environnement. Ça suppose d'amener les citoyens à ne plus être des bénéficiaires passifs de prestations parachutées par l'État ou de fonctionnaires ou tout ça, qui en connaîtraient mieux que les autres, etc. Donc, la logique de planification stratégique change. Il y a aujourd'hui beaucoup de publications sur ça. On montre qui sont les clients, on montre au-delà des clients, les parties prenantes qu'il faut impliquer dans le processus de planification stratégique, etc. Vous avez beaucoup d'écrits sur nos blogs, nos sites, YouTube, ça. Et je pense que c'est une opportunité pour approfondir ce que nous sommes en train de développer. Évidemment, cela supposerait aussi une société mieux éduquée, qu'on règle les problèmes d'alphabétisation. C'est incroyable que ce problème, 50 ans, 60 ans après, ne soit pas résolu, et qu'on renforce les capacités. Ça supposerait un nouvel environnement où la méritocratie est la règle pour récompenser les impacts, les génies, les talents, etc., la stimulation. Et malheureusement, on le voit chaque jour, vous pouvez avoir des leaders qui ont complètement une stratégie inverse pour se maintenir au pouvoir, pour préserver leur, etc. Il y a vraiment des documents merveilleux du National Performance Review qui était sous l'égide d'Al Gore et qui a fait des travaux importants. Le site était toujours actif malgré la fin apparente de ses travaux. Bon, j'ai donné le lien, je ne sais pas si le site est toujours maintenu. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir, même comment les clients jusqu'au téléphone, etc., les décrets qui ont été pris aux États-Unis sur la gestion de la clientèle comme citoyen aux États-Unis, etc. Vraiment des sources de réflexion, des benchmarks. Donc la capacité à exécuter les projets, c'est un complément à la planification stratégique. Ça suppose d'autres capacités parallèles à travailler ensemble, à agir ensemble vers une destination. Et là, on est dans des questions comme l'esprit d'équipe ou comme le leadership, mobilisateur, etc., comme l'engagement, etc. Et on est également, ça suppose également un environnement où l'État perçoit sa raison d'être d'une autre manière. Comprend le secteur public comme une autre réalité et proche des bénéficiaires et des citoyens qui communiquent, qui interagissent avec donc les citoyens, disons les citoyens clients, si on peut les appeler comme ça, qui peuvent être des usagers du service public, qui peuvent être des contribuables, qui peuvent être des créateurs d'idées, des richesses, des innovateurs, tout ça. Et c'est ce type de leadership donc qui sait identifier ces gens, les mobiliser, qui changent les choses. C'est pas le leader lui-même en tant que tel. Le leader, il est vraiment un grand leader quand il parvient à faire ce que je viens de dire. Ça suppose également la responsabilisation, suppose la décentralisation, la déconcentration, la responsabilisation des acteurs locaux. Je pense que ça suppose même un management baladeur,
c'est-à-dire, comme nous le verrons, qui pratique la gouvernance de proximité, comment impliquer les ONG. Il y a tous ces éléments qui sont très, très importants. Et donc, en définitive, cette nouvelle forme de gouvernance permet de sortir du piège qui fait que plusieurs gouvernants n'ont aucune idée de ce qui va arriver au-delà d'un an. En termes de revenus, de dépenses, de risques. Oui, l'analyse des risques, par exemple, dans cette forme de gouvernance, devient très important comme support d'identification des objectifs de performance et de gestion des performances, par exemple. Donc, considérons la pensée stratégique comme un actif, avec tous les préalables et les contraintes dont je viens de parler. Donc, comme un levier qui s'intéresse non seulement à ce qui sera fait, mais aussi à ce qui ne sera pas fait, qui s'intéresse à la possibilité de réaliser, aux risques qui peuvent empêcher l'atteinte. Et ça suppose donc une nouvelle manière d'être, des changements de pensée, de paradigme, d'attitude, etc. Et comme dit un grand consultant, il dit, changez votre manière de penser, vous changerez vos résultats. Je crois que plusieurs consultants talentueux, coachs l'ont déjà dit. Et là, je voudrais vous donner 10 conseils. J'espère que je tombe dans le compte, parce que parfois je me tombe là-dessus. Les leaders transformationnels dont je vous parle accordent de l'importance à l'identification des talents, des bons talents, des meilleurs talents. Il sait que on doit gérer des priorités, notamment s'intéresser à titre individuel dans ce qu'on sait mieux faire. Il y a ce que Warren Bennis appelle les pseudo-dynamiques là, et qui essaient de faire tout pour se faire voir, pour se faire remarquer, mais c'est pas très efficace. Il faut identifier votre talent. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire mieux que les autres? Et identifier également chez les autres qu'est-ce qu'ils sont mieux capables de faire qu'autrui, que les autres. Donc, cet esprit de veille sur les talents est un atout stratégique pour le leader transformationnel dont nous parlons, et c'est même une preuve d'humilité. Donc, conseil, miser sur ce que vous savez faire le mieux, s'entourer, s'il y a une implication, s'entourer des gens, les gens qu'il faut à la place qu'il faut, même l'adage le dit, l'adage populaire, etc., même si on ne l'applique pas toujours. Donc, comme disent certains coachs, disez attention aux gens qui vous entourent, vous finissez par leur ressembler. Et puis le bon sens, depuis longtemps, qui se ressemble, ça semble. Maîtriser le temps. C'est un peu la gestion des priorités, savoir quand agir, quand... Ça suppose une très bonne planification stratégique. Ça suppose que les plans d'action deviennent des outils de travail au quotidien. Ça suppose que les suivis et évaluations deviennent aussi une démarche de management au quotidien, etc. Et puis, c'est vrai que des fois, il faut laisser le temps passer, faire confiance à l'intuition, mais ce socle de base est nécessaire. Comme on dit, l'intuition, c'est quand Dieu parle aux hommes. Cette fameuse phrase de Van Dyer là, que j'ai beaucoup aimée. La prière, c'est quand l'homme s'adresse à Dieu. Donc, il faut gérer avec rigueur, comme je viens de dire, mais chacun de nous peut-être a des talents cachés d'intuition, etc. C'est ce qu'on me dit par là. Une discipline. Beaucoup d'études de coach insistent sur la discipline comme critère de succès. La discipline, parfois, c'est se sacrifier, c'est être obligé de faire ce qu'on n'aimerait pas faire, mais il faut le faire. Éviter la procrastination, des choses comme ça. Et décider, parfois ça suppose aussi d'investir sur sur soi-même. Sur soi-même. Développement personnel, parce que c'est pas toujours évident de changer. Pour changer, il y a un effort à faire, par le coaching, etc. Être attentif aux détails. En général, il y a des études très sérieuses en management qui disent ces deux types d'individus au moins. Les gens qui ont une macro-vision, qui sont capables de voir l'avenir, les grandes choses, etc. Et les gens qui sont une micro-vision, capables de gérer les détails le jour, etc. En fait, étant entendu que la plupart des recherches montrent que plus de 80% ou 80% des gens ont tendance à avoir une micro-vision parce qu'il y a la peur des accidents, la peur de ceci ou de cela, et des risques, etc. Et donc, et les macro-visions, la macro-vision serait là. On a d'ailleurs comme coach des outils d'évaluation très intéressants qui permettent à quelqu'un de faire le point et peut-être d'envisager des transformations au niveau de son organisation ou même au niveau individuel. Et donc, être tolérant, accepter que le risque est inévitable.
Bon, maintenant, le problème, c'est quel est le niveau de risque acceptable. Et pour mes activités quotidiennes, professionnelles, bon, tout ça doit être clair au niveau de risque. Il faut y accorder le temps. Ça suppose parfois aussi de tirer des leçons de ses propres échecs, etc. Gérer les questions d'énergie. Oui. Par exemple, je dis aux gens, il faut savoir quand est-ce qu'on est vraiment en forme, et il faut en profiter. Et il y a des gens qui ont des plages de la journée, ils sont très en forme, d'autres pas, etc. Donc, il faut réfléchir sur vous-même. Et puis, bon, entourez-vous des gens qui vous motivent, qui motivent. Évitez les pessimistes, des gens comme ça, et pour qui tout est problématique, etc. Évidemment, avoir une hygiène de vie, de nutrition, tout ça. Et si on veut être un grand leader transformationnel, impliqué dans les transformations organisationnelles, on doit gérer ces aspects-là. Enfin, ne pas oublier le long terme. Et ne pas oublier le long terme et développer ses capacités d'analyse pour passer du court à long terme, disons du court moyen à long terme. Hein, là, le moyen terme important, c'est une dimension importante et c'est finalement peut-être la base un peu de la stratégie et donc et de la prise de décision pour la durabilité, pour la survie, etc. Ne pas être surpris. Hein, et comme nous le dirons, la gouvernance entrepreneuriale, la nouvelle gouvernance, elle est anticipatrice. Hein, voyez, donc, voilà des impératifs que les leaders de classe internationale aujourd'hui gèrent avec leurs coachs, etc. Ils ont tous un coach qui les aide à s'orienter vers de telles transformations organisationnelles, mais aussi individuelles. On a déjà anticipé, penser de façon stratégique, planifier de façon stratégique, mais aussi exécuter, mais exécuter pour des résultats et des impacts pour les citoyens. La nouvelle gouvernance ne doit pas s'analyser à l'aune de paradigmes d'un gouvernement qui ne tire sa légitimité que d'un mandat. Et pour le citoyen, le bon critère d'évaluation, c'est des résultats des impacts. Qui affecte sa vie, qui affecte ses projets, qui affecte ses intérêts, qui affecte chacun a un profil. Un profil, donc, du travail auquel il s'attend, parce que ce travail est de la part du gouvernement, parce que ce travail est en rapport direct avec sa vie personnelle, sa vie professionnelle, impacte son existence, etc. Et là, pour l'exécution des résultats et des impacts pour le citoyen, etc., la nouvelle gouvernance entrepreneuriale accorde beaucoup d'importance à la gouvernance de proximité. Et donc, une gouvernance de proximité orientée très proche des citoyens, qui sont reconnus comme des clients. Une nouvelle gouvernance qui considère que la citoyenneté est au cœur de la transformation et qu'il faut gérer un système de renforcement des capacités des différents membres de la société, des communautés, des citoyens, et pour que la transformation réelle ait lieu. Et ces grands leaders comme Lee Kuan Yew, ils ont réussi cela. Souvent, d'ailleurs, pas facilement, avec des conflits et tout, mais ils croyaient en ce qu'ils faisaient, etc. Et vous avez par exemple le cheikh de Dubaï qui a aussi ce système pour fréquenter les communautés et les salons là qui découlent de leur propre tradition, hein, qu'il exploite très bien, et d'autres systèmes de ce genre. Même s'il est difficile de forcer les gens qui très longtemps étaient dans un régime de dépendance, oui, on attend le gouvernement, c'est le gouvernement qui fait tout, c'est le gouvernement qui doit faire, c'est cela. Hein, la nouvelle gouvernance invite le gouvernement entrepreneurial à aider les gens à se prendre en charge, à renforcer la citoyenneté. Ça suppose des formes de démocratie participative, etc. Et ça suppose même parfois des réformes dans le management, par exemple, des acquisitions, des projets, des programmes où on essaie de développer la compétition entre les services publics, la compétition entre les services publics et les services privés, et surtout l'obligation de rendre compte. L'obligation de rendre compte sera au cœur du processus de planification stratégique, de façon permanente,
par divers mécanismes de suivi et divers mécanismes d'évaluation en cours ou à la fin, etc. Cela suppose un nouveau credo, des résultats, pas des règles. Bon, évidemment, quand je dis non des règles, il faut relativiser. Nous n'avons pas dit qu'il n'y aura pas de règles, pas du tout, non. Ça dit qu'il faut améliorer l'efficacité des programmes, accorder une attention soutenue envers les résultats, la qualité du service public. Et aujourd'hui, nous avons des manuels, des outils, des décrets dans certains pays, etc. Et gérer la satisfaction des citoyens. Il existe de nombreux cas dans nos pays qui montrent que cela ne se fait pas du tout. Fréquenter les services de transport, de l'urbanisme, là où l'on délivre les permis, les autorisations, des attestations, et même un simple bulletin de naissance, ce qui est scandaleux. Nous n'avons pas ça. Sous prétexte de règles, on vous rend la chose impossible. On voit là la satisfaction impossible. Et par exemple, prenons le cas des services de transport, des mines, tout ça chez nous. Et là, en fait, le citoyen n'est plus un client, c'est un dépendant. Les gens qui travaillent là-bas, d'ailleurs, ne considèrent pas les citoyens comme le véritable client. Ils préfèrent considérer que les vrais clients sont des fournisseurs, qui peuvent être des constructeurs d'autoroutes, etc. Alors que ça aurait dû être le chauffeur, par exemple, ou vous et moi qui conduisons nos voitures, etc. C'est le cas dans plusieurs départements, s'agit de l'urbanisme avec des permis, tout ça. C'est une transformation, mais c'est une transformation qui se fait sous la guidée d'un leader décidé à transformer ça. Sanctionner, récompenser, dégommer à l'occasion du plus proche conseil des ministres, comme paraît-il, on le faisait vraiment tout au début, etc. Il y a des gens qui ne comprennent rien, tant qu'ils n'ont pas vu le bâton. Il faut en tenir compte. Donc, accélérer la transformation, ça suppose des plateformes qui permettent certaines choses que nous allons voir. Évidemment, ça suppose un leader capable de gérer des consensus avec les citoyens. Et comme disait le président Bill Clinton, je crois, l'administration publique n'est pas consciente qu'elle a des actionnaires. Et ces vrais actionnaires, les actionnaires sont les vrais, et les citoyens sont les vrais actionnaires. Donc, un leader, des managers qui savent que le processus de management doit prendre en compte l'existence de groupes d'intérêt, l'existence de parties prenantes, dès le processus de planification stratégique. Et sur le plan politique, évidemment, il y a toute cette problématique des leaders ouverts à la gestion de consensus avec l'opposition politique, etc. Ça suppose des partenariats pour l'excellence. Des leaders capables de construire ce genre de partenariat. Et comme on a vu à Singapour, ça n'a pas été facile pour lui. Il y a eu des problèmes, même avec la haute fonction publique. Après, ils se sont expliqués. Et les gens, quand tu vois les résultats, adhèrent. Et ça, c'est très important. Faire des résultats que les gens voient. Les plus récalcitrants finissent par reconnaître que, écoute, c'est ces leaders-là dont on avait besoin, ils le prouvent, etc. Des partenariats pour l'excellence, des processus participables de coopération avec les organismes de la société civile, du secteur privé, une orientation vers les clients, les résultats. Donc, voilà les résultats, etc. Voilà un ensemble d'impératifs pour que l'accélération stratégique puisse avoir un sens, commence à prendre forme. Donc, le plan stratégique en lui-même, en lui seul, ne suffit pas. Il faut tout ce processus de gouvernance de proximité, et de gestion des consensus positifs pour avancer, de partenariat pour l'excellence et les processus, en fait, qu'on pourrait appeler gestion du changement. Ça suppose un gouvernement, une gouvernance capable de définir des principes de collaboration, de les intégrer dans les processus de management public, de gouvernance publique. Ça suppose une nouvelle culture organisationnelle, des leaders capables d'une nouvelle culture organisationnelle et orientée vers l'amélioration de la confiance des gens en eux-mêmes et aux autres, vers la discipline, la responsabilité, je dirais même l'autoresponsabilisation. Ce que Robert Charmont, ce coach extraordinaire, appelle des leaders sans titre. Ça, le leadership without title. Ça, ça dit le leader, il est leader pas parce qu'il a un titre, mais il est leader parce que ce qu'il fait, les gens comprennent que ça, c'est vraiment la transformation qui est en cours.
Donc voilà, l'exécution stratégique est un élément important. Et ça suppose les capacités d'identifier les besoins des gens et donc de travailler avec les gens pour identifier leurs besoins et non de parachuter encore des trucs, hein, de chercher, de miser sur des comptes partis, hein, sur des retours pour investissement, comme on dirait dans le secteur privé. Évidemment, là, il y a la question d'une visibilité claire, du coefficient stratégique, intellectuel stratégique dont je parlais, au niveau du leader. Un leader capable de distinguer stratégie et mise en œuvre et de créer la synergie pour des résultats et des impacts. On peut les appeler aussi des leaders catalyseurs, convaincus, capables de motiver tout ça. Bon, évidemment, ce genre de transformation, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la planification stratégique. Il faut y inclure la gestion des risques comme une dimension incontournable. Il faut mobiliser par l'exemple. Il faut intégrer des réseaux formels, informels, etc. Et nous reviendrons sur ça quand on parlera un peu du vortex stratégique qui, pour nous, est un élément incontournable de la transformation. Mais évidemment, si vous voulez faire cela, pour mieux exécuter, obtenir des résultats et des impacts pour les citoyens, pour accélérer la transformation, vous devez introduire dans l'environnement de la gestion publique, de la gouvernance, de nouvelles pratiques, de nouveaux savoir-faire. Par exemple, si vous avez un environnement qui a une culture bureaucratique extrême, l'un des premiers enjeux, c'est de se débarrasser de ce qui est lourd, les duplications, les redondances, les nombreux chevauchements de services publics qui se ressemblent, inutiles, etc. Vous devez miser sur une nouvelle expertise et des outils. C'est pourquoi quelqu'un qui prétend diriger un pays, qui prétend être un grand leader transformationnel auquel on va avoir confiance, on va confier des multinationales, des choses comme ça, doit avoir une équipe de vie. Une équipe de vie, donc ce qu'on pourrait appeler un cercle proche de classe internationale, qu'il développe, qu'il construit au fur et à mesure de sa carrière. C'est-à-dire, il n'attend pas de devenir PDG de je ne sais quoi pour dire que avec qui je vais travailler. Donc, il faut des outils, une expertise orientée vers les résultats et les talents et les compétences qui vont. Et ça suppose, à mon avis, dans un environnement qui est incapable de se comporter, comme on dit, pour une gouvernance entrepreneuriale, un leadership de proximité, etc., ça suppose un traitement de choc. Comme on le ferait pour une entreprise en difficulté, supprimer les duplications, les redondances, les chevauchements, les gens qui ont pris des choses qu'ils ne méritent pas, etc., tout ce qui coûte cher, le gaspillage, etc. Il faut avoir ce courage. C'est fait pour ce type de leader-là. Il faut peut-être comprendre aujourd'hui dans le monde comment on fait une étude des techniques comme le downsizing, le re-engineering, la gestion des performances, le management des risques, et comment on construit un nouveau système où la gouvernance, le management et la surveillance s'équilibrent. Autrefois, on parlait de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, mais aujourd'hui, avec la nouvelle gouvernance, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut sortir de cet environnement institutionnel, juridico-institutionnel, incontournable, pour le compléter par un environnement stratégique et organisationnel de rééquilibrage entre trois pôles que sont le management, la gouvernance, le management et la surveillance. Ça suppose de transférer beaucoup de normes qui ne font pas probablement parler l'objet de cette vidéo. Donc, ce n'est pas seulement par la perspective politique, juridique, classique que l'on fait ce genre de transformation. Il y a c'est aussi pour le faire, se débarrasser de la perspective politique politicienne pour des résultats orientés vers les impacts, vers les citoyens, pour la politique au sens noble, donc politique, d'homme d'État, tout ça. Donc, un leader comme Lee Kuan Yew, etc., qui ne se concentre pas sur la politique politicienne et qui a le courage de faire des réformes, car il pense qu'il y a un prix à payer pour gouverner autrement. C'est ça le problème. C'est des transformations qui proposent de gouverner autrement, de faire la politique autrement, etc. C'est un premier impératif. Ça signifie aussi l'injection dans l'environnement juridico-institutionnel, organisationnel et autres d'une nouvelle gouvernance
où les gens qui l'incarnent ont une nouvelle conception du pouvoir, de ses attributs, de ses finalités, qu'ils ne soient pas orientés vers, omnibulés par la sécurisation pour la reproduction du passé, mais par la transformation. Ça suppose, du point de vue de la mentalité, des dirigeants qui ont intériorisé en eux-mêmes le principe d'humilité et qui ont réussi à maîtriser la myopie de l'égotisme, le moi. Ça suppose donc des générations de managers, de leaders qui considèrent qu'ils sont libres de penser et d'agir dans le sens de la transformation et de dire non. Non à plusieurs contraintes comme les paradigmes du passé qui seraient désuets. Ce genre de profil également est caractérisé par certaines attitudes. L'attitude, comme disait un grand coach, le vrai problème c'est l'attitude. C'est des gens capables de gérer par l'exemple. C'est des gens capables de transparence, même de transparence radicale, d'éthique, d'intégrité, de renoncer pour s'élever, pour élever les autres. C'est des gens qui pensent qu'il faut construire la confiance des gens en eux-mêmes et aux autres. Des gens qui acceptent de négocier, de communiquer, ce qu'on appelle la négociation et la communication, de se rendre visible, accessible. Voilà des éléments impératifs que la gouvernance de proximité doit comporter. Cela ne signifie pas le laxisme. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut savoir dire non, là, quand c'est nécessaire. Il va falloir savoir récompenser et sanctionner le mérite. À la limite, c'est pas négociable. La gouvernance de proximité, bon, je crois que nous avons déjà développé plusieurs aspects de cette gouvernance de proximité. Capacité à bâtir des coalitions, des partenariats, donc, ce type de leader doit être capable d'identifier les champions ou les coalitions de la performance, de l'excellence pour des résultats. Une de ces réflexions constantes, ce serait de dire qui sont les champions du changement, qui sont les managers, les leaders transformationnels, les stratèges qui sont exemplaires éthiques, les entrepreneurs, les créateurs de richesses, etc. Et ça, il faut des preuves. Il faut qu'il y ait une méthodologie ou un entourage qui lui aide à bien répondre à ces questions. Et en général, comme il veut la transformation, ce ne sera pas facile. Il y a des gens qui vont résister. Il y a des gens qui vont saboter cela. Et donc, et seul, il pourrait échouer. Donc, il faut cette capacité à construire des coalitions pour les réformes. Et des réformes qui ne soient vraiment pas des amas de projets, sans continuité, que son remplaçant va classer ou des choses comme ça, qu'une élite isolée dans son entourage à un moment donné imposé pour des diverses raisons. Donc, ce leader capable de gouvernance de proximité, il a besoin de développer un talent. Construire un large réseau en appui, car les réformes qui ne reposent pas sur des réseaux de coalitions pertinentes sont fragiles. Là, évidemment, j'ai une vidéo, je crois, en ligne sur la gestion du changement qui développe tous ces aspects. Voilà donc un peu ce qu'on pourrait dire dans cette première grande partie. Et penser de façon stratégique, exécuter de façon stratégique pour des résultats pour les citoyens, une gouvernance de proximité orientée vers les citoyens, des réformes soutenues par des coalitions guidées par l'excellence, une même vision de la transformation, etc. Et ces leçons, nous les avons tirées vraiment de différents séjours qu'on a eu à Dubaï, on a discuté avec les jeunes, les cadres, mais ils ont vécu ça, ils peuvent vous conceptualiser ça, et ils vous l'expliquent. Par exemple, je m'appelle de la méritocratie, j'ai discuté avec un jeune qui était chargé de me guider, qui me disait, expliquer un peu leur méthode, et qui me disait, vous savez, chez nous c'est simple, you can do it, you cannot go away. Laissez quelqu'un d'autre qui peut le faire. Je pense que c'est une grande sagesse, au-delà du contenu, de la portée de cette phrase, mais c'est une sagesse
Hein, c'est une sagesse, je crois qu'on l'a dit quelque part tout à l'heure, se focaliser sur ce qu'on sait faire les mieux, utiliser les gens dans ce qu'ils savent faire les mieux. Évidemment, ça suppose des méthodes d'analyse, etc. Et il y a des cabinets d'ailleurs qui ont développé des méthodes d'analyse très performantes, comme le docteur Bradley, je crois qu'il s'appelle Bradley, là, sur les leaders de classe A et tout ça. Et donc, et l'autre aspect maintenant, les impacts, évidemment, souvent, c'est impacte la vie des gens. Et ça suppose que l'aspect impact économique est très important. Et là, quelle est la preuve que nous avons un leader qui s'intéresse à ça? Et les études comme celle de Darren Acemoglu, James Robinson, qui ont dit, bon, un ouvrage merveilleux, Why Nation Fail, pourquoi les nations échouent, ils nous donnent des critères. Sur ces critères, vous pouvez voir si vous avez une gouvernance entrepreneuriale de proximité inclusive. Inclusive. Et le problème, c'est que est-ce que ces leaders construisent une gouvernance inclusive, une économie inclusive? Est-ce que la gouvernance, le gouvernement ou le leader dont il est cas a un dispositif comme ça? Donc, évidemment, les réflexions me paraissent très intéressantes. D'abord, elles ont pour mérite de nous sortir des œillères que nous avons souvent quand on est formé dans les universités, en tout cas les anciens, hein, très préoccupés par la croissance. Moi, je suis dans une période où je suis obligé de lire beaucoup de rapports d'évaluation de certains pays. Mais effectivement, tous vous disent la même chose. On a des taux de croissance de 7%, 8%, etc. Mais quand vous lisez le rapport, quelque part, on vous dit que le taux de pauvreté est très élevé, 30%, 40%, parfois même plus, etc. Et puis, la transformation, les impacts de la croissance, ça peut prendre beaucoup de temps. Et moi, je m'appelle en 2003, je travaillais à Djibouti, j'étais constamment en Éthiopie de temps en temps, surtout quand il faisait très chaud pour casser un peu le climat auquel je n'étais pas forcément habitué. Bon, déjà, je voyais que l'Éthiopie avait 11%, etc. Bon, nous reviendrons un peu sur le modèle, c'est le modèle du vortex stratégique. Hein. Il faut toujours un atout stratégique fort pour un pays, pas du sapoudrage. Et ces pays-là, comme Dubaï, l'Éthiopie aujourd'hui, et Taïwan dans le passé, Singapour, ont compris ça depuis très longtemps, ils l'ont fait, et ça a donné des résultats. Voilà des gens qui sont développés en 25 ans, 30 ans, etc. Et certains même ont dit qu'ils étaient au même niveau de développement que nous à l'indépendance, donc dans les années 60. Vous voyez la problématique. Donc, des institutions qualitatives, inclusives, capables de mobiliser la société, de créer des incitations et des opportunités pour les citoyens qui vont être plus disposés à cause de cet environnement à déployer leur énergie, à donc tirer tout le profit de leur créativité pour créer des produits, des services, des connaissances, des technologies, etc. L'esprit d'innovation, etc. Et donc des institutions donc bon, je ne sais pas si la traduction en français est bonne, et donc je l'ai appelée exclusive. Certains diraient exclusiviste peut-être. Bon, en réalité, quand vous regardez un peu la littérature, il parle aussi des gestions extractives. C'est des gestions qui excluent une bonne partie des gens et qui se consacrent sur une minorité, et dont nous allons voir certains profils. Ça suppose également des transformations qui facilitent de larges plateformes, qui consacrent le pluralisme, qui imposent des contraintes et des contraintes aux politiciens. Parce que finalement, quand on regarde le monde d'aujourd'hui, avec tous les problèmes qui se posent partout dans le monde, les politiciens sont critiqués. Ils sont critiqués et rentiers. Et des institutions qui sont capables de lutter, qui permettent de lutter contre les rentes et les rentiers. Et donc, c'est une première preuve que vous avez maintenant un leader vraiment orienté vers la transformation et le changement. Une stratégie de croissance qui privilégie une meilleure allocation des ressources, un meilleur financement du monde des affaires, la création d'une large base de participation, éducation, alphabétisation, etc. Il y a des choses comme ça qui ne sont pas négociables pour faire le grand saut. Donc, tout le contraire d'économie extractive
hein, on essaie de traduire en français, c'est pas toujours évident, caractérisé par des comportements des dirigeants qui évoluent dans un contexte d'institutions différentes, hein, différentes d'un environnement extractif, d'une économie extractive. C'est une économie qui prend tous les autres. Et une économie fondée sur des rapports de force en faveur d'élites extractives, d'élites qui se servent avant de servir les autres. Donc, ça suppose de transformer la politique, gouverner autrement, faire la politique autrement, et pour que la politique ne devienne pas un levier de captation des votes, de dévolution étroite du pouvoir, et finalement nous conduise vers un État incapable de fournir les biens publics essentiels. Parce que ça, on le voit dans certains pays. On le voit dans certains pays. Et donc, des gestions inclusives versus exclusives, hein, c'est-à-dire des gestions qui accordent de l'importance à la protection des droits et des individus, des droits de propriété. Vous voyez ce qui s'arrive à les fonciers aujourd'hui, un peu partout en Afrique. Hein, et éviter un management économique, hein, très restrictif, de la création, de la créativité, de la création de la prospérité avec des barrières d'entrée, des régulations contraignantes. Moi, je parle de Dubaï. Et une fois, je discutais là-bas avec une très haute personnalité qui, dans le temps, avait été ministre dans le domaine de l'économie, qui me disait, moi, je pense que vous, les francophones, vous n'allez pas y arriver. Et je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que vous avez un environnement juridico-institutionnel très complexe. Nous, la première chose que nous avons faite, c'est de simplifier le choix, hein, d'utiliser l'informatique, la technologie pour éviter les contacts avec les gens, etc., qui encouragent la corruption. Il m'a donné beaucoup d'exemples, etc. Donc, sortir de cet environnement qui paralyse, qui concentre les pouvoirs entre les mains d'un ou de quelques personnes et qui crée un déséquilibre de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire, le législatif, entre ce qui est management, gouvernance et surveillance, etc. Et donc, autre critère de distinction aussi de ce genre de leaders, c'est lorsqu'ils sont en activité, c'est qu'ils ne privilégient pas des alliances avec une élite prédatrice qui renforce les monopoles et les pouvoirs de certains ou de son clan, etc., ou de ses militants, etc. Donc, une économie inclusive qui repose sur un vortex stratégique. Qu'est-ce que j'appelle vortex stratégique? C'est-à-dire, c'est un modèle de croissance et de développement autour d'un ou de quelques atouts, pas de plusieurs atouts. Il faut commencer par quelque chose, un ou quelques atouts stratégiques dont dispose le pays, par rapport à son environnement, par rapport à son histoire, etc. Il faut financer, mettre l'accent sur ça, le financer pour qu'il soit un peu le tremplin vers la diversification. C'est comme une entreprise monoproduit, etc., qui comprend que c'est ça son produit, son atout actuellement, mais qui découvre progressivement qu'il faut une diversification technique, géographique et tous les concepts qu'on apprend dans les écoles de management, par exemple. Et c'est ça qu'on appelle le vortex. C'est un levier, une sorte de tourbillon qui va s'agrandir. Et comme Dubaï le fait, par exemple, avec son port. Djibouti aujourd'hui, et au fond, ce modèle, quand on regarde, il a été initié par Singapour depuis très longtemps. Et il y a un livre merveilleux qui s'appelle Dubaï, c'est Dubaï, Sand to Silicon. Mais c'est une image. C'est-à-dire un désert de sable qu'on transforme en silicone aujourd'hui. Réaliser une croissance rapide. Les leçons rapides. C'est un livre, j'ai lu, relu, etc. Et ça vous explique clairement ce concept de votre stratégie. Je suis un peu étonné que ça n'ait pas une notoriété internationale, ce concept tel qu'il a été développé par ces deux auteurs, et peut-être dans le milieu de la consultance. Ça suppose des leaders capables de penser de façon stratégique, comme on avait dit dès le départ, et qui vont donc être en mesure de développer un portefeuille stratégique de projets. Un portefeuille stratégique de projets, évidemment, la difficulté est de développer et d'identifier ce portefeuille qui ont des vertus transformationnelles.
ce qu'on pourrait appeler un tremplin stratégique pour accélérer la croissance. Ça pourrait être le positionnement stratégique d'un pays, comme Djibouti essaie de le faire, comme Singapour et Dubaï l'ont fait en certain. Ça peut être un modèle que défend un homme politique sénégalais qui me semble un modèle original aujourd'hui. C'est comment, à partir de l'artisanat, passer à la semi-manufacture, et la manufacture et créer la croissance et la transformation structurelle. Et bon, donc, voilà aussi un autre modèle intéressant. Ça suppose également des idées claires, des concepts clairs, des credos clairs. Par exemple, quand Dubaï démarre avec son credo, ce qui est bon pour les affaires est bon pour Dubaï. Et comme l'avait fait Singapour. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'enjeu, c'est beaucoup plus un slogan mobilisateur, mais derrière lequel, au fond, il y a une pensée stratégique forte. Tout ce qui est bon pour Dubaï est bon pour les affaires. Il faut que ça soit vrai. Il faut qu'on ait un vortex stratégique qui le traduise. Et, par exemple, à partir de ça, Dubaï dit, bon, je vais y arriver avec mon port. Ensuite, avec l'aéroport. Hein, avec l'aéroport, avec tout ce qui a été installé au niveau de les domaines industriels et consorts, et plus tard avec le tourisme, etc. Quand vous regardez, c'est un portefeuille de plus stratégique cohérent. Dans d'autres pays, en Asie, on a atteint on a mis en œuvre ce processus, en essayant de voir comment créer des sortes de Silicon Valley, un modèle transformationnel qui combine la recherche, le développement et la technologie, la contribution des universités et les centres de recherche, etc. Quand un pays a des atouts forts dans la recherche, développement, dans ses universités, le vortex stratégique peut s'appuyer sur cela. Et, par exemple, en ce moment, à partir de ça, on essaierait de construire une stratégie d'expansion des firmes, de la technologie, et on l'accompagnerait par un capital risque, des partenariats avec les forces du marché, etc. Et il y a des modèles comme ça que surtout l'Asie du Sud-Est a exploité. Et ça donne les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et donc, c'est cette capacité de pensée stratégique dont nous vous parlons depuis le début, c'est des exemples parmi tant d'autres que nous vous donnons. Ça suppose un État concentré, focus, sur l'essentiel, capable de mobiliser les citoyens, clients au sens large, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être des inventeurs, des entrepreneurs, etc. Mais quand vous avez des dirigeants qui ne s'intéressent pas à ces gens-là, effectivement, bon, on peut rêver de la transformation. Ça suppose des entreprises, des inventeurs, parfois laissés à eux-mêmes, qui auraient pu accélérer la prospérité, etc. Ça pose également un autre problème, c'est le rôle de la fonction publique, c'est le rôle de la gouvernance publique au sommet, comment elle se comporte, comment elle considère les gens, comment elle motive, etc. Et donc, une gouvernance qui ne fait pas les choses à la place des gens qui peuvent faire et qui savent le faire, mais qui fait faire. Et donc, fondée sur un leadership mobilisateur, qui stimule, optimise le vortex. Il faut d'abord que le modèle de vortex soit clair. Ce tourbillon-là, ce tremplin-là qui va tout changer, il faut que ça soit clair et qui va jeter les bases d'un processus transformationnel profond grâce à ce vortex, ce portefeuille de stratégie. Il peut varier d'un pays à un autre. Un pays ouvert sur la mer et en port, ouvert sur plusieurs continents comme Dakar, etc. Son vortex stratégique doit tenir compte de ça. Maintenant, au niveau national, les caractéristiques du pays, surtout les forces vives de la nation, comme on dit parfois, ça aussi, ça compte. Les savoirs endogènes, ça compte. Et là, on crée, c'est un peu comme la courbe de vie des organisations que beaucoup de personnes apprennent quand ils sont à l'école ou dans les business schools, des phases de naissance, de croissance, de maturité, de déclin. Tout cela se gère. Et comment ça se gère? Ça, c'est déjà écrit, on le comprend. Il faut maintenant peut-être l'adapter aux conditions d'un environnement précis. Donc, des leaders capables de vigilance stratégique, de concentration. Et non, ça suppose que des leaders qui se concentrent sur des choses très importantes et pas sur d'autres détails que vous devinez. Donc, économie inclusive, disposer du bon modèle, du bon vortex stratégique, avec le portefeuille d'activité, régler le problème de la
pauvreté à un double niveau, non pas seulement d'un point de vue matériel, mais du point de vue des mentalités, pour que les gens conviennent que la pauvreté n'est pas une fatalité, qu'on peut s'en sortir. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit que ces modèles de lutte contre la pauvreté, est-ce qu'elles n'inversent pas le problème? Est-ce qu'on ne devrait pas parler de stratégies de prospérité économique? Le problème à vaincre devant être la pauvreté. Donc, l'idée de base, c'est que la qualité des institutions de la gouvernance de l'exécution stratégique est un des repères pour la lutte contre la pauvreté. Agir sur les paradigmes, les convictions des gens, c'est un autre repère, c'est un autre levier. Quand on parle de ça, on parle des paradigmes qui paralysent les gens, qui croient qu'ils ne peuvent pas. Alors, comme disait Obama, oui, vous pouvez. Mais en fait, quand on regarde bien, l'enjeu ultime est politique. En fait, des pays comme les nôtres ne sont pas pauvres parce que leurs décideurs politiques et les citoyens ne savent pas ce qu'ils veulent bien. Ce sont des hommes rationnels, intelligents d'ailleurs, parfois très intelligents. Mais c'est parce qu'ils préfèrent adhérer à des paradigmes désuets, paralyseurs. Parce que ils ont, pour plusieurs raisons, des dirigeants qui ont organisé la société de manière à exclure la majorité, à priver les membres de la société de certaines incitations permettant l'innovation, le déploiement, je dirais même le dévoilement, parce que parfois on ne le connaît même pas. On ne fait rien pour ça. Le déploiement des talents, du génie créateur, et donc qui considère la politique comme une sorte de tour d'ivoire d'une finalité en soi, et puis on investit là-dedans, la politique, rien que la politique, etc. Évidemment, ça devient un métier comme nous le voyons maintenant. Aujourd'hui, tout le monde essaie de créer son truc. Il va falloir bien un jour qu'on rediscute de ça. Donc, le vrai défi, il réside dans une nouvelle architecture de la gouvernance. Une nouvelle architecture qui change la gouvernance, qui change le management, qui fortifie la surveillance. Et au niveau du leadership. Ça suppose de vraies réformes, accélérer la cadence, comme disait une grande dame là, et pour des résultats massifs et transformationnels. S'approprier les principes de la haute performance et la gestion des urgences. Quelqu'un capable de dire aux gens, écoutez, messieurs, tout est devenu urgent. Vous le faites, c'est bien pour vous, vous le faites pas, vous disparaissez ou vous perdez, c'est vous qui perdez, etc. Évidemment, il faut être capable ça suppose des capacités de communication peut-être, pour que ces messages forts soient acceptés. Donc, la capacité à clarifier des visions pertinentes, à bien s'entourer, à équilibrer macrovision et microvision, et donc à être capable d'agir renforcer la capacité d'action pour un changement en dépit des contraintes, etc. La capacité à créer des équipes orientées vers les transformations, la gestion du changement. Ça signifie un nouveau style de leadership, des leaders coach, qui créent d'autres leaders capables de les remplacer, de vendre leurs projets, les visions à différents endroits, et capables d'exécuter des plans de transformation qui peuvent revêtir des noms divers, comme plan de redressement, de modernisation, de renouveau, etc. Il y a tellement de modèles, et capables de leadership par l'exemple, de communiquer la stratégie, d'incarner la gouvernance de possibilités dont on a parlé, etc. Arbitrer, c'est très important. Quand vous faites de la politique politicienne, à un moment donné, vous ne pouvez pas arbitrer. À la limite, vous avez intérêt à ne pas arbitrer, à trouver des compromis douteux. Et surtout maintenant, quand vous voulez construire un état de classe international en essuyant les normes et les bonnes pratiques internationales, de surveillance, de management de la performance, de gouvernance d'entreprise au niveau des conseils d'administration, comités de surveillance, etc., au niveau des agences de régulation. Ça suppose de l'arbitrage. Parce que ça suppose de transfert de normes qui ont pour credo la transparence, l'objectivité, la performance, le contrôle, l'évaluation des choses comme ça.
Et c'est très peu compatible avec des compromis de la politique politicienne. Un leadership capable de faire passer les gens de victimes à héros. Moi, ça aussi, ça signifie dans quelle mesure le leader peut aider les gens à se transformer, à avoir confiance en eux, à se passer de l'attitude de défaitiste, hein, de l'attitude de victime tout le temps en train de chercher le terme pleurnicher, oui, pleurnicher, et donc pour devenir un héros de la transformation. Et moi, j'aime bien les travaux de l'extraordinaire Robert Charmant, ce coach-là. Et, quelque part, c'est un génie de la parole. Et donc, il y a une double responsabilité des leaders, mais aussi des gens comme nous, des citoyens. Et ça, c'est un défi, hein. Donc, des générations, qui soient managers, leaders, simples citoyens, qui considèrent qu'ils doivent apporter un monde et ne pas passer le temps à recevoir du monde des autres. Et je crois que, au fond, souvent on oppose Cheranta et Senghor, mais quelque part, ils disent cela, peut-être chacun dans son domaine. Hein, les rendez-vous du donner et du recevoir, et bon, je ne sais pas moi, et penser par soi-même. Cheranta allait plus loin, peut-être en tant que technicien, et a défini des choses par rapport à l'énergie, etc. Et évidemment, chacun reste influencé par une histoire intellectuelle, etc. Donc, voilà, et puis aider les gens à agir, à transformer, à ne pas passer leur temps à s'excuser, à accuser l'autre, à ramener aux gens à quel, je ne sais quel passé, et à être optimisme. Finalement, il y a une réponse, être décomplexé, être décomplexé. Et le reste, nous l'avons dit, être concentré, éviter le saupoudrage des nombreux projets, hein, qui coûtent très cher, à la plus finie, et qu'on ne peut pas gérer, surveiller avec méthode, etc. Développer chez les gens la capacité en eux-mêmes. Des gens qui se disent oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Évidemment, on peut faire des réformes beaucoup plus poussées pour la transparence. Et mes compagnons et moi, on a des idées très précises sur ça. Je ne vais pas entrer dans les détails. Comment on pourrait les faire, les outils qu'il faut, les transformations qu'il faut en termes de whistleblowing, de mystery. La liste est longue. La liste est longue et d'autres pays le font. La littérature est disponible. Nous avons pratiquement tout traduit en français et à l'occasion d'articles et consorts. Et donc, intégrer les pratiques de leader coach, hein, pour réaliser cette transformation. La pauvreté n'est pas une fatalité. Être pauvre n'est pas une fatalité. Mais en fait, l'enjeu, nous le voyons aussi, est politique. L'enjeu est un enjeu de leadership, de mobilisation des gens, de transformation de la société, d'une société qui investit sur le renforcement de ses propres capacités. Prenons le renforcement des capacités. La plupart des pays n'ont pas de budget, ils ont délégué ça aux bailleurs. Et ça aussi, il y a quelque chose à faire. Et je pense que des institutions devraient être données aux fonctionnaires qui préparent les budgets et de prendre réellement en charge cette problématique-là, quitte à être complétée par d'autres bailleurs. Hein. Donc, pour changer les choses aussi, un changement politique est nécessaire pour rééquilibrer gouvernance, surveillance, management. Ça suppose parfois des décisions fortes. Tout le monde n'a pas intérêt à une gouvernance d'entreprise forte, par exemple, au niveau des conseils d'administration, hein, au niveau des comités de régulation, et au niveau des corps de contrôle, etc. Les corps de contrôle vraiment importants, indépendants, si on suit des normes internationales, ils ont une structure de gouvernance pour les accompagner. Donc il y a un problème de rééquilibrage des pouvoirs au sein de la société. Pour que les choses changent, nous, Africains, nous devons être plus intentionnels. Et voyez ma vidéo sur l'intentionnalité sur ma page YouTube, par exemple. Et les nombreux, le livre merveilleux de John Maxwell, hein, sur l'intentionnalité. Donc, voilà. En définitive, nous avons besoin d'un leadership fort, de gouverner autrement, d'un leadership et d'une gouvernance autrement qui nous aide à être les maîtres de nos paradigmes. Car ces paradigmes sont importants. Si on continue à les maintenir, le changement sera difficile, parce que d'autant plus que nous les transmettons de génération en génération.
Ces paradigmes, c'est tout cet ensemble, ce lot qui détermine notre manière de penser, nos attitudes, nos comportements. Ça également, ça doit rentrer dans la stratégie de gouvernance. Éduquer les gens, appliquer les lois et les règlements, gérer la discipline, imposer cela quand c'est nécessaire. Et il y a des gens, malheureusement, pour les transformer, ce ne sera pas difficile. Et si on ne règle pas le problème, on ne pourra pas transformer le reste. Des gens qui peut-être auraient évolué s'ils voient quelque chose de tangible. Un leadership qui aide à clarifier là où nous voulons aller, comment, où, quand, capable de nous rendre plus confiants, à éliminer ce qui nous bloque, nous tient en arrière, à être capable de faire en sorte que le courage prenne le dessus sur la peur et la crainte. Là aussi, j'ai une série de vidéos sur la peur et la crainte sur ma chaîne YouTube que je vous invite à explorer au besoin, à commenter pour que nous puissions continuer les échanges. Construire une image positive de nous-mêmes. Ça signifie être fier de soi, une confiance en soi, aux autres, au continent. Lorsqu'on a cette mentalité, c'est peut-être le point de départ du vrai changement. Je crois qu'une stratégie essentielle du leader du Rwanda, ça a été ça. Il a beaucoup misé sur ça avec l'audace et il a réussi. Être dirigé par des leaders capables d'aider les gens à se débarrasser de leurs craintes, des paradigmes qui les paralysent. Je crois qu'aussi il a réussi cela. Comme d'ailleurs, en son temps, Lee Kuan Yew l'a réussi. Comme le cheikh de Dubaï l'a réussi. Et d'autres pays encore qui ont compris que ces modèles-là sont même beaucoup plus adaptés à notre situation du pays sous-développé qu'un modèle purement occidental, européen et consort. Être dirigé par des leaders capables de proposer, qui sont une force de proposition, de mettre en œuvre de véritables modèles, qui sont une force de modélisation, opérationnalisable. Cela, ça suppose une bonne équipe, une équipe curieuse, formée, qui se forme, qui connaît le monde, comment il marche, qui a investi de l'argent et de l'effort dans ça. Voilà un peu donc les termes de ma conférence que je voulais partager avec vous. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce nouveau modèle de gouvernance entrepreneuriale axé sur les résultats citoyens et la proximité, et sur la société inclusive, et sur l'action, sur les savoir-être, le savoir-faire, le savoir-devenir des citoyens qui sont des usagers clients qui sont des contribuables, qui paient l'impôt, qui sont des entrepreneurs qui créent de la richesse ou des créateurs dans le domaine de la littérature. Et dans ce modèle, personne ne doit être laissé pour compte, qui repose aussi sur les atouts stratégiques d'un pays à un moment donné pour construire un vortex. C'est un petit résumé que j'essaie de faire par rapport à ce que je viens de dire. Je vous remercie. Hier, beaucoup d'entre vous ont essayé de regarder la vidéo. On a eu des problèmes de son, donc peut-être que j'avais touché les micros sans le voir, mais aujourd'hui on a essayé de tout réparer, donc la vidéo est là, j'espère qu'elle marche bien, on va la mettre tout de suite en ligne. Je m'appelle Abdou Karenidi, je suis un ancien directeur général de l'École nationale d'administration des magistrats, donc je pourrais dire dans une certaine mesure, j'ai formé beaucoup de hauts fonctionnaires, un gouverneur, un ministre, et je ne sais quoi. Et j'ai aujourd'hui, je suis un inspecteur général d'État. Bon, je suis à la retraite maintenant, mais je crois que je peux garder le titre quand même, ne serait-ce que pour me récompenser des efforts que j'ai fait pour mon pays et pour d'autres pays dans ce domaine, puisqu'à un moment donné, j'ai été détaché comme expert, c'est le terme qui était dans le contrat avec les Nations Unies, le PNUD, je crois, à l'époque, expert consultant, assistant technique international pour aider la République de Djibouti à mettre en place son inspection générale d'État pendant 5 ans. J'ai écrit les manuels, formé les personnels, tout ça. C'est un pays vraiment où j'ai beaucoup d'amis ici. Je me dis parfois que c'est mon second pays.
J'y retourne toujours quand c'est possible. Et voilà, je suis joignable sur WhatsApp, 77 142 29 88, évidemment le Sénégal. Le code c'est 221. Et je pense que nous avons ouvert d'ailleurs sur WhatsApp un groupe sur la transformation. J'espère qu'on pourra se trouver là-bas. Bon, j'ai mis également l'adresse professionnelle sur laquelle on peut me joindre en cas de besoin et puis le site web de notre solution, de notre plateforme de formation. Évidemment, ici, j'ai mis le lien du module qui est en rapport avec ce que je viens de dire. Mais c'est un site qui, vous avez beaucoup de modules de leadership, de transformation, de modernisation, de surveillance tels que les audits, les investigations. Donc, j'espère que ce n'est qu'un au revoir, comme dit la chanson, et qu'on va se retrouver pour d'autres vidéos sur mes blogs. Bon, je suis prêt également à interviewer des gens, à les enregistrer comme cette vidéo, à les mettre en ligne sur les différents, à les associer à nos programmes de formation, et s'ils pensent que c'est quelque chose qui les intéresse. Et comme je dis toujours à mes étudiants, aux personnes que je coach, 1 comme le chiffre 1 est un tout petit nombre pour atteindre la grandeur. La grandeur, c'est ensemble que l'on construit ça. Je vous remercie et disons à bientôt.